Alerte, le triptyque humaniste existentiel, ses romans. Le fascicule de présentation. Le livre 1, le dernier regard en 2 tomes. Le livre 2, les fictions de la science en 2 tomes. Le livre 3, l'insouciance de la conscience en 2 tomes. Le fascicule d'expertise. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Son livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 2. Chapitre 3. Les centres-villes au futur. La loi Artisanat-Commerce TPE du 18 juin 2014 favorise l'implantation et la diversité de l'activité commerciale. Il y a par exemple le recours facilité aux baux dérogatoires de courte durée, la limite de la hausse des loyers commerciaux ou encore la modernisation du droit de préemption des communes sur les fonds de commerce pour donner plus de levier au pouvoir public dans les territoires qui en ont le plus besoin. En outre, pour aider les jeunes commerçants à s'installer, le bail dérogatoire est étalé de 2 à 3 ans. Dans cette période de mutation, le numérique peut être un levier de croissance et de notoriété pour les commerces de proximité. L'accès des commerçants aux nouvelles formes de commerce est l'un des objectifs du programme « Transition numérique » lancé par le gouvernement en novembre 2012. Par exemple, grâce à un centre de ressources au sein de chaque chambre de commerce et d'industrie, les entreprises ont à leur disposition des outils informatiques pour se former au numérique. Des formations et des réunions thématiques avec des conseillers au numérique leur sont aussi proposées pour les aider dans leurs projets de digitalisation. Cet accompagnement est important pour que les entreprises s'approprient au plus vite cette nouvelle grammaire du succès et gagnent en compétitivité. Des commerces dynamiques sont indispensables à l'attractivité des centres-villes. Faire vivre un commerce de centre-ville attractif constitue le souhait de nombreux maires, quelle que soit l'importance de la commune. Cela passe bien sûr par une armature commerciale solide, mais aussi par la capacité des commerçants et des municipalités à l'animer. Or, tous les élus ne disposent pas d'un responsable de centre-ville pour organiser les collaborations indispensables entre tous les acteurs concernés, commerçants, CCI, chambres des métiers. Ce guide a donc le mérite de présenter aux maires les principaux outils favorisant une politique commerciale ambitieuse et active. À cet effet, il recense les différents moyens d'action, de concertation et d'animation impliquant les communes, les intercommunalités, les associations de commerçants et les autres acteurs locaux. Du diagnostic au cahier des charges des projets, en passant par l'aménagement urbain au travers du SCO, document stratégique qui détermine, au sein d'un bassin de vie, un équilibre entre les différentes activités économiques et commerciales, et les outils spécifiques à l'aménagement commercial sont bien documentés, à l'instar du droit de préemption commerciale. Les retours d'expérience, positifs, conduites par des villes et présentés dans cet ouvrage, intéresseront enfin autant les commerçants que les élus soucieux d'instaurer ou de maintenir une politique de revitalisation de leur centre-ville, qui contribue à l'équilibre et à la cohésion de nos territoires. Le commerce de centre-ville fait aujourd'hui face à de nombreux enjeux, les défis et les opportunités posées par la révolution numérique, la nécessaire mixité urbaine qui doit allier une offre harmonisée de commerce, de logements et de services, et la faculté à attirer voire conserver une clientèle en centre-ville. Pour répondre à ces défis, le Conseil du commerce de France a rédigé ce guide pratique à destination des élus locaux. Inspiré par de nombreuses études et rapports et fruit d'un travail collectif, il vise à offrir aux maires les moyens de mener des actions efficaces en faveur du commerce de centre-ville, avec 3 objectifs: évaluer l'offre commerciale de sa ville, faire du commerce un moteur d'activité, et garantir un dialogue constructif entre la mairie, ses commerçants et les CCI. S'il ne prétend pas à l'exhaustivité ni même délivrer un modèle exclusif, ce guide propose néanmoins une base de réflexion utile à tout acteur désireux d'agir pour le commerce de centre-ville. Il donne des informations sur les outils à sa disposition, sur les interlocuteurs à privilégier en fonction de ses projets, sur les actions à mettre en place en fonction de ses moyens, et illustre ses conseils d'exemples concrets de bonnes pratiques. Il a enfin vocation à s'adapter à tout type de situation, quelle que soit la taille, les caractéristiques ou les ambitions de la ville concernée. Tout projet en faveur du commerce de centre-ville doit se baser sur une évaluation complète de l'offre commerciale de sa ville, afin d'avoir une vision nette et précise des besoins et des objectifs à atteindre. C'est sur la base de ce diagnostic indispensable que la municipalité pourra définir une stratégie, arrêter un plan d'action,
convaincre et rassembler les acteurs concernés, et mobiliser les moyens et compétences nécessaires à la réalisation de son projet de revitalisation. Les commerçants sont les premiers interlocuteurs de la ville dans l'élaboration de son diagnostic de l'offre commerciale. En effet, ils sont à même de fournir des informations relatives à leur activité et à leur clientèle indispensables pour la définition des besoins de la commune en matière commerciale. Si ce type d'enquête peut être confié à la CCI, la municipalité peut aussi effectuer son propre travail de recensement. Des enquêtes peuvent être menées auprès d'un panel de commerçants représentatifs de la diversité commerciale de la ville. Ces enquêtes permettront de compléter utilement les données recueillies auprès des CCI, mais aussi d'entamer un travail d'écoute et de dialogue pour recenser les besoins des commerçants et les faire participer au projet de revitalisation commerciale. Les commerçants audités peuvent être sélectionnés selon leur type d'activité, leur représentativité du tissu local et leur positionnement commercial. L'enquête peut porter sur plusieurs points: raison d'installation dans la commune, surface moyenne du commerce, prix moyen toute taxe comprise du loyer mensuel par surface, type de clientèle, provenance de la clientèle, évolution du chiffre d'affaires, CA, depuis 3 ans. Principale raison de la hausse ou baisse du CA. Principaux investissements depuis 3 ans, système de sécurité, accessibilité, design, outils numériques, dispositifs de paiement, système de fidélisation de la clientèle. Au-delà de ces points, l'enquêteur peut élargir son champ d'enquête en interrogeant les commerçants sur la qualité du dialogue avec la mairie, sur l'action municipale en faveur du commerce de centre-ville et sur les structures, le cas échéant, de management de centre-ville, managers, unions ou associations commerciales. Projet de développement ou d'investissement dans les années à venir, modernisation du point de vente, mise aux normes, création d'un site internet, reconversion, diversification, poids des charges et taxes diverses. Utilisation des outils numériques, présence ou vente en ligne. Besoins ou manques identifiés en centre-ville en matière d'offres commerciales. Atouts ou défauts du centre-ville, aménagement urbain et urbanisme commercial, concurrence, clientèle, éclairage et propreté des rues, sécurité, stationnement, circulation et signalétique, animation, marché, livraison. Recueillir les données économiques du commerce. L'équipe désignée doit d'abord pouvoir évaluer l'activité économique de la commune, de l'agglomération ou du territoire en matière commerciale, en recueillant un certain nombre de données: indice de consommation, poids des dépenses des ménages, répartition des dépenses alimentaires ou non alimentaires, évasion commerciale, indice de disparité de consommation. Poids du commerce dans l'activité totale de la ville. Poids du commerce en matière d'emploi. Contribution fiscale du commerce. Zone de chalandise et aire d'influence. Par ailleurs, il faut pouvoir s'appuyer sur les données économiques des commerces, avec un zoom sur chaque type d'activité, nombre de cellules commerciales. Répartition des différents types de commerce présents: alimentaire, supermarché, équipement de la personne et de la maison, bricolage, jardinage, culture, loisirs, divers non alimentaires, hygiène, santé, beauté, auto-moto, hôtellerie-restauration, tourisme, autres services. Zoom sur chaque type d'activité, taille moyenne des cellules en mètres carrés, nombre de salariés par boutique, chiffre d'affaires par salarié, poids de l'activité dans l'activité commerciale globale, poids de l'activité en pourcentage de la surface commerciale totale. Cartographie des locaux vacants à venir et à transmettre. Pour créer un lien efficace entre l'offre et la demande de locaux, la mairie doit disposer de données sur le taux de vacances commerciales et les commerces à céder. Sur ce point, le mécanisme du droit de préemption sur les fonds de commerce et les baux commerciaux peut avoir son utilité grâce à l'obligation d'information de la commune pesant sur le vendeur. Enfin, la mairie peut s'informer sur l'organisation de l'espace en matière de flux et de transport. Ces informations permettront notamment d'évaluer l'accessibilité moyenne du centre-ville, du point de vue des clients, mais aussi des commerçants et des livreurs de marchandises. Pour cela, elle peut s'appuyer sur un certain nombre de données: zone de stationnement, nombre de places, coût, durée moyenne de stationnement, équipement, places réservées handicapés, résidents et salariés. Structuration du centre-ville et grandes artères. Offre de transport public et taux d'usage. Voies piétonnes et cyclables. Logistique du dernier kilomètre, zones et durées de stationnement, parcours du transporteur, lieu d'entreposage des stocks.
La mairie peut trouver ces informations auprès des chambres consulaires, CCI et CMA, et auprès de plusieurs autres sources qui permettent de recueillir des données et des statistiques communales, zones de chalandise, population, revenus, consommation, évasion commerciale. La base de données Sirène de l'INSEE qui fournit des informations détaillées sur les entreprises. L'Agence pour la création d'entreprises qui dispose de chiffres et statistiques sur les créations d'entreprises. Le site Urbanicom qui recense des données sur l'équipement commercial. Le site entreprise.gouv qui reprend les décisions et rapports des CDAC, Commission départementale d'aménagement commercial, et CNAC, Commission nationale d'aménagement commercial. Les observatoires socio-économiques des CCI. Les observatoires de déplacement dans les villes ou communautés d'agglomération. Le site de l'Observatoire socio-économique de Franche-Comté fournit des données à des échelles diverses, régions, départements, communes, et permet de consulter l'état des lieux de territoire sous forme de synthèse, cartes, graphiques, tableaux. Il propose aussi des cartographies dynamiques permettant d'obtenir un ensemble de données précises sur une trame prédéterminée, comme le nombre de commerces immatriculés, la part de l'emploi salarié, les créations /transmission. L'Observatoire a aussi créé un module qui permet de générer des territoires personnalisés, par regroupement de communes, pour consulter ensuite l'information socio-économique sur des territoires pertinents. Il semble par ailleurs nécessaire de recenser les besoins auprès des consommateurs eux-mêmes. Des enquêtes peuvent être menées au sein de zones de chalandise déterminées dans des villes de plus de 10 000 habitants ou auprès d'un échantillon représentatif dans les communes plus petites. Les enquêteurs peuvent interroger la population sur leur type d'achat, alimentaire, non alimentaire, services, les raisons de fréquentation du centre-ville, les motivations ou les freins d'achat, proximité domicile ou travail, dépannage, facilité d'accès ou de stationnement, qualité de service, diversité des commerces ou produits, rapport qualité ou prix. Les enquêtes peuvent par ailleurs recueillir l'opinion des sondés sur le dynamisme du centre-ville, l'adaptabilité des commerces aux nouvelles technologies, la sécurité et l'éclairage, l'animation commerciale, la signalisation, les horaires d'ouverture. La mairie peut aussi mettre en place une plateforme numérique participative, qui permet aux habitants d'exprimer des avis sur le commerce de centre-ville et proposer des initiatives ou des projets innovants. À partir de ces données, il est possible d'analyser un certain nombre de besoins, qui permettront d'engager les actions nécessaires de manière complète et équilibrée. Cette analyse peut consister en un document de synthèse qui reprendra les données identifiées et les besoins ou opportunités qu'elles dégagent, complétées par les informations recueillies par les enquêtes commerçants et consommateurs. C'est ce document qui servira de base pour définir les objectifs, le plan d'action et le cahier des charges du projet de revitalisation commerciale. L'aménagement du territoire doit être pensé en cohérence avec les besoins identifiés en matière d'offres commerciales. Avec ou sans plan local d'urbanisme, l'équipe en charge doit intégrer ces besoins pour permettre au commerce d'être un véritable moteur d'activité du centre-ville. Pour créer une dynamique favorable au commerce de centre-ville, l'aménagement doit être pensé autour d'une mixité des différentes fonctions de la ville, à travers un équilibre entre les logements, les services publics et les activités économiques. Plusieurs actions peuvent être menées dans le cadre du PLU, instaurer une servitude d'alignement commercial pour conserver la priorité des rez-de-chaussée au fonds de commerce, et éviter ainsi leur transformation en logements, garages, bureaux ou services, fixer une hauteur sous plafond des rez-de-chaussée pour y favoriser l'implantation de commerce, mettre en place une réglementation spécifique des parcelles d'angle pour exploiter au maximum l'effet vitrine de ce type de parcelles, établir un RLP, règlement local de publicité, annexé au PLU, effectuer un suivi urbanistique des investisseurs dans le cadre des rénovations et constructions, accompagner l'action de réhabilitation des logements au-dessus des commerces en utilisant des outils incitatifs, subventions, ou coercitifs, périmètre de restauration immobilière, en collaboration avec l'ANAH, Agence nationale de l'habitat, les bailleurs privés et les commerçants. Au niveau intercommunal, l'aménagement urbain comprend un volet commercial, réintroduit par la loi Acte du 18 juin 2014, loi Pinel. La loi a en effet modifié l'article L122.1.9 du Code de l'urbanisme, qui prévoit désormais que le document d'orientation et d'objectifs, DUSCO, schéma de cohérence territoriale, pourra comprendre un document d'aménagement artisanal et commercial, DAC.
Loi Pinel, du DAC au DAC. La LM du 4 août 2008 puis la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 ont posé les bases d'une planification territoriale de l'implantation des activités commerciales à l'échelon intercommunal en créant un nouvel outil, intégré au SCO, schéma de cohérence territoriale. Le document d'aménagement commercial, DAC. Constituant l'une des composantes du DO, document d'orientations et d'objectifs, du SCO, le DAC avait vocation à préciser les objectifs du SCO en matière d'équipement commercial et de localisation préférentielle des commerces. Il revient au DO de définir les orientations relatives à l'équipement commercial, en prenant en compte plusieurs critères: revitalisation des centres-villes, maintien d'une offre commerciale diversifiée de proximité, cohérence entre la localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises. Si la loi Allure du 24 mars 2014 avait prévu une suppression du DAC, la loi Pinel l'a réintroduit au travers du document d'aménagement commercial et artisanal, DAC. Ce document, qui restera facultatif, déterminera les conditions d'implantation des équipements commerciaux susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable. Le DAC localisera les secteurs d'implantation périphérique et les centralités urbaines. Celles-ci pourront inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité de fonctions urbaines, dans lesquelles se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs poursuivis par la planification de l'aménagement commercial. En l'absence de SCO, il est prévu depuis la loi Allure que les orientations d'aménagement et de programmation des PLU élaborées par un EPCI pourront comporter les chapitres du DO relatifs à l'aménagement commercial, DAC inclus, article L123.1.4 du Code de l'urbanisme. Source: Loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. L'aménagement urbain doit par ailleurs s'inscrire dans un cadre plus large susceptible d'améliorer l'attractivité du centre-ville, la qualité et la commodité des espaces publics, la qualité du bâti, la qualité des devantures commerciales, la qualité du mobilier urbain, la valorisation des équipements, la gestion et la rénovation du patrimoine. En complément du travail d'aménagement urbain, la mairie dispose d'outils et de solutions spécifiques à l'aménagement commercial, les opérations de remembrement des commerces, fusion de cellules commerciales. Non définie par une quelconque réglementation, ce type d'opération est une solution qui peut être adoptée par la mairie afin de répondre à l'inadaptation de cellules existantes, trop petites ou trop dispersées dans la ville ou le quartier, aux évolutions du commerce et aux attentes d'une clientèle de proximité. Le remembrement consiste ainsi à regrouper des locaux commerciaux en un seul pour créer des espaces commerciaux plus importants. De manière plus large, cette opération permet de concentrer plusieurs commerces de détail autour d'un quartier pour créer une dynamique. Le droit de préemption commerciale, qui s'applique notamment aux fonds de commerce et aux baux commerciaux. Le droit de préemption commerciale. Définition: la loi du 2 août 2005 en faveur des PME a introduit un droit de préemption commerciale, qui permet à une collectivité territoriale de se substituer à l'acquéreur lors de la vente de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou baux commerciaux aliénés à titre onéreux. Article L214A1 du Code de l'urbanisme et décret numéro 2007 à 1827 du 26 décembre 2007. La procédure du droit de préemption commerciale suppose au préalable la définition d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, dont l'étendue, le contour ou la superficie ont laissé à la libre appréciation du conseil municipal, centre-ville, quartier, rue, après avis des chambres consulaires. La loi du 18 juin relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, a instauré la possibilité de déléguer le droit de préemption à un établissement public ou un concessionnaire. Elle a par ailleurs étendu de 2 à 3 ans le délai dont dispose la commune pour identifier un repreneur du fonds de commerce en cas de mise en location-gérance. Enfin, le projet d'aménagement urbain peut aussi prévoir des emplacements qui seront réservés aux commerces ambulants et aux marchés, moteur essentiel du dynamisme commercial du centre-ville. Les marchés participent en effet de l'attractivité d'un centre-ville en liant les atouts du commerce de proximité, convivialité, localité, spécialité, et en attirant les clients dans les points de vente. Les règles d'attribution doivent être fixées par le maire en concertation avec les services municipaux, en cohérence avec le maintien de l'ordre public et la meilleure occupation du domaine public.
Centre-ville. Quelles règles pour le commerce ambulant? Si le commerce ambulant participe de la diversité de l'offre commerciale et de l'attractivité du centre-ville, il est soumis à des règles d'installation contrôlées par les autorités municipales. Légalement, un commerce ambulant doit détenir une autorisation afin de commercialiser ses produits sur le domaine public routier de la commune. Le maire devra lui délivrer un permis de stationnement avant son installation. Dans de rares cas, si ce commerce ambulant se fixe au sol, il faudra alors une autorisation de voirie. Le permis de stationnement ou la permission de voirie doivent déterminer une durée. L'autorisation de voirie ne donne droit à aucun renouvellement ni aucun droit sur le domaine public et peut être reprise par la commune quand elle le souhaite. Le commerçant n'aura, dans ce cas, aucun droit à une indemnité. En contrepartie, le permis donne droit à la perception par la commune d'une redevance dont le montant est fixé par délibération du conseil municipal. Le refus d'un permis de stationnement ou d'une permission de voirie doit être motivé. Cependant, le maire peut réglementer dans le temps et dans l'espace les installations sur le territoire de la commune. Depuis l'adoption de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, le commerçant non sédentaire qui exerce son activité dans une halle ou un marché peut, sous certaines conditions, présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas d'acceptation par le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations concernant l'occupation du domaine public, article L 2224-18 du Code général des collectivités locales. Les friches commerciales sont un phénomène symptomatique du délitement des commerces de centre-ville, elles font état d'un vide commercial progressif de certaines rues, donnant aux passants un sentiment d'abandon et pénalisant de fait l'attractivité d'un centre-ville. Pour éviter l'émergence de ce phénomène, la mairie doit jouer un rôle de prévention pour identifier les commerces vides ou en fin d'activité. Elle dispose par ailleurs de plusieurs outils pour lutter contre les friches commerciales identifiées. Lancé aux États-Unis dans les années 2000, le concept de « pop-up store », boutique éphémère, s'est développé en France il y a quelques années. Ce concept permet de mettre en relation des propriétaires de locaux vacants et des commerçants désireux de tester un produit ou un service pour une durée limitée. C'est l'idée de « magasin éphémère » ou « boutique test » dont la promotion et la mise en place sont gérées par des sites comme mipopupstore.frupopmishop.fr, qui se charge de trouver les emplacements disponibles et d'accompagner les commerçants dans la conception, l'animation et la gestion de leurs points de vente. Un exemple marquant est l'installation pendant quelques mois, dans le Marais, de la boutique Moleskine pour tester la réactivité des Parisiens face à l'univers de la marque avant une implantation de plusieurs boutiques fixes. Par l'habillage des vitrines vides. Pour pallier le phénomène caractéristique des « dents creuses », qui accentue l'impression de déliquescence d'une rue vidée en partie de ses commerces, et dans l'attente d'un repreneur, une solution pour la municipalité est de couvrir les vitrines vides par des vitrophanies. La ville peut utiliser ainsi ces espaces vides comme espaces de décoration ou de promotion des événements de la ville ou son histoire, photographie, citations, dessins. L'habillage des vitrines vides peut notamment entrer dans les dispositions prévues par l'article L 581-14 du Code de l'environnement depuis la loi Acte du 18 juin 2014, ce dernier dispose en effet d'un règlement local de publicité. Il peut être élaboré le cas échéant par la commune ou l'EPCI compétent. Peut aussi définir des zones dans lesquelles tout occupant d'un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut d'occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l'aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Un autre outil à disposition du maire peut être la fiscalité locale. Pour lutter contre l'inexploitation de locaux commerciaux, la taxe sur les friches commerciales est ainsi une solution efficace. Mise en place sur décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, EPCI, elle peut être imposée annuellement aux biens concernés par la taxe foncière sur les propriétés bâties, immeubles de bureaux ou utilisés pour une activité commerciale, parking des centres commerciaux, lieux de dépôt ou de stockage. La condition d'imposition est que ces biens ne soient plus affectés à une activité soumise à cotisation foncière des entreprises, CFE, depuis au moins 2 ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ils soient restés inoccupés pendant cette période. Cette taxe n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable.
Organiser un plan de déplacement urbain favorable au commerce. L'accessibilité urbaine fait partie des critères essentiels d'attraction de la clientèle vers les commerces de centre-ville. En effet, le client cherche avant tout à gagner du temps dans ses achats, sans contrainte de circulation et de stationnement, tout en étant guidé dans son déplacement par une signalisation adaptée. Plusieurs critères doivent être pris en compte dans le plan de déplacement urbain, sur lesquels la municipalité peut agir: interconnexion permanente et mobilité unique. La municipalité peut ainsi mettre en place un ticket unique permettant aux habitants d'emprunter tout type de transport: bus, tramway, métro, vélo en libre-service, rues et places réservées aux piétons et aux vélos, système de vélo en libre-service, navettes de centre-ville, politique du stationnement, applications mobiles de guidage, mise en place de capteurs intelligents sur les places de parking, carte de parking fournie par le commerçant à ses clients. Place de la voiture, en complément de la promotion de l'autopartage et du véhicule électrique, la municipalité peut mettre en place des parkings relais pour remédier à l'engorgement du trafic automobile en centre-ville. Généralement situés en périphérie et à proximité d'un transport en commun, en direction du centre-ville, tramway, bus, métro, ces parkings relais peuvent prévoir un système d'abonnement réservé aux usagers, leur permettant d'emprunter gratuitement un transport en commun grâce à leur titre de stationnement. La loi AMAPAM et les autorités organisatrices de la mobilité. La loi numéro 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, MAPAM, a réformé dans son article 52 les autorités organisatrices de transports urbains, AOTU. Jusqu'à présent réduite au transport collectif régulier et au transport à la demande, sauf dans le cadre d'un plan de déplacement urbain, limitant ainsi l'approche globale et intégrée de la mobilité, ces AOTU ont donc été transformées en autorités organisatrices de la mobilité, AOM, avec un champ de compétences plus élargi. Cette réforme vise à favoriser une politique cohérente de mobilité urbaine et réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et nuisances. Ainsi, les AOM ont la possibilité d'intervenir dans les domaines suivants. Les usages partagés des véhicules, covoiturage et autopartage. Les modes de déplacement non motorisés, vélos et marches. La livraison des marchandises en ville et la logistique urbaine. La définition de l'autopartage intègre désormais l'autopartage entre particuliers et ce sont les AOM qui fixent les critères d'attribution du label autopartage. Le principe général de la loi AMAPAM est de donner la possibilité aux AOM de mettre en place des services publics, autopartage, covoiturage, vélo en libre-service, services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d'absence ou d'insuffisance de l'offre privée. Enfin, en accompagnement de la création des AOM et l'élargissement de leur champ de compétences, le versement transport, VT, est lui aussi étendu pour leur permettre de financer les opérations concourant au développement des usages partagés de l'automobile et des déplacements non motorisés. Gérer le temps urbain au bénéfice du commerce de centre-ville, le temps choisi en centre-ville. C'est un des engagements qui peut être institué au sein de la mairie par une délégation aux temps urbains. Inspiré des bureaux du temps, en Italie, obligatoire dans les mairies des villes de plus de 30 000 habitants, loi Turco de mars 2000, cette nouvelle mission de la mairie s'inscrit dans l'ambition de mettre en œuvre une véritable politique du temps urbain afin de synchroniser les activités de la ville et les adapter au commerce. Plusieurs villes, Paris, Lille, Rennes, Poitiers, s'intéressent au temps de la ville depuis les années 2000. Cette réflexion s'articule autour de 4 champs. Harmonisation des horaires. On cherche à lier fréquence et simultanéité. Exemple, en Italie, la loi Turco a instauré la possibilité pour les maires de coordonner les horaires des activités urbaines. Accessibilité et gestion de la mobilité. La mairie peut ainsi travailler sur le décalage des flux pour fluidifier la circulation. Création de nouveaux services. Il s'agit par exemple d'adapter les modes de garde, notamment pour ceux qui travaillent à des horaires atypiques, plus d'un tiers des Français. Gestion des espaces publics, les usages sont aujourd'hui différenciés selon les horaires et les usagers, il s'agit ainsi d'adapter les espaces publics à la déambulation lente et rapide. Cette gestion du temps urbain doit reposer sur une gouvernance équilibrée et un dialogue avec l'ensemble des acteurs concernés, ceux qui dictent les horaires,
transport, services publics, chambres consulaires, entreprises, crèches, écoles, et ceux qui les subissent, associations d'usagers et de consommateurs, associations de parents, mais aussi les syndicats afin de trouver des solutions qui conviennent au plus grand nombre. Un bon moyen de renouer le dialogue entre les élus et les citoyens, au bénéfice du centre-ville, et, par extension, de ses commerces. La logistique du dernier kilomètre est au cœur des enjeux du commerce de centre-ville. Elle constitue souvent un véritable défi posé à la municipalité dans sa politique de transport urbain, optimiser la livraison des commerces du centre-ville tout en tenant compte des contraintes d'horaire, de circulation et de stationnement, et en respectant des obligations en termes d'émissions de CO2 et de nuisances sonores. Ce défi est d'autant plus grand que la logistique urbaine ne concerne plus seulement les acteurs traditionnels, commerce, industrie et services, mais aussi les particuliers avec le développement du e-commerce, qui multiplie la fréquence de livraisons et le nombre de transporteurs en centre-ville. Face à ce défi, de nombreuses solutions existent pour garantir une stratégie logistique efficace en centre-ville, que le maire et son équipe peuvent développer ou promouvoir, sanctuariser et contrôler les zones de livraison. Pour pallier le problème des places de stationnement réservées aux transporteurs, un système de réservation physique des aires de livraison peut être mis en place et un contrôle plus strict assuré, montant des amendes, pour éviter l'occupation illégale et parasite de ces espaces. Mettre en place des espaces logistiques urbains ou à proximité des villes, ces espaces permettent de concentrer les marchandises dans un entrepôt commun, à partir duquel les produits sont acheminés par des véhicules propres, électriques, hybrides ou au GNV, des triporteurs ou des cycloporteurs. Optimiser l'utilisation des parkings souterrains et d'entrée de ville, les parkings des grandes surfaces ou des entreprises restent souvent inutilisés la nuit et le matin entre 6h et 10h. Ces espaces peuvent ainsi servir de quai de déchargement des marchandises, livrées ensuite à partir de véhicules propres avant 10h du matin. De même, certains parkings souterrains peuvent être équipés d'espaces logistiques qui seront loués à des acteurs privés. Inclure les espaces logistiques dans le plan local d'urbanisme, comme c'est le cas à Lyon et Paris. Mettre en place un système de voirie à temps partagé, la municipalité peut imiter l'exemple de Barcelone, qui a mis en place un système d'utilisation partagée des places de livraison. Réservées aux professionnels à certaines heures, elles deviennent disponibles à tout riverain le reste du temps. Éviter les restrictions de circulation nocturne pour les véhicules de livraison ne dépassant pas 60 décibels, pour limiter les nuisances sonores lors des livraisons de nuit. De nombreuses enseignes comme Monoprix ou Carrefour travaillent à la réduction du bruit généré par leurs véhicules de transport, partenariat avec l'association Certi-Bruit. La municipalité peut ainsi promouvoir ses efforts en allégeant sa réglementation en matière de livraison nocturne. Promouvoir les points relais et les consignes automatiques, ces formules constituent des alternatives efficaces à la livraison à domicile, vers les particuliers, permettant d'alléger les flux de transporteurs au bénéfice de la livraison des commerces. Les consignes automatiques peuvent même constituer des points de reverse logistique, qui donnent au client la possibilité de laisser les déchets et emballages du colis qu'il vient retirer. Éviter une réglementation trop contraignante en termes de surface maximale autorisée des véhicules de livraison. Contrairement aux idées reçues, les petits véhicules consomment souvent davantage d'énergie et sont plus polluants que les véhicules de plus grande taille, 29 mètres carrés maximum. Ces derniers, contenant plus de marchandises, permettent de limiter le nombre de véhicules requis et d'alléger ainsi les flux de circulation en centre-ville. Le tourisme est par essence un facteur d'attractivité pour une ville, et par extension pour ses commerces. Le commerce et le tourisme entretiennent en effet des liens étroits de par leur interdépendance. Le dynamisme touristique d'une ville est ainsi souvent alimenté par son patrimoine commercial, spécialités locales, grands magasins, marchés couverts, et à l'inverse, le tourisme nourrit l'activité commerciale par son émulation naturelle. L'enjeu réside dans la faculté à capitaliser au mieux l'atout touristique dans la politique menée en faveur du commerce de centre-ville. Dans cette perspective, la mairie peut jouer un rôle d'interface entre les acteurs du commerce, associations de commerçants, CCI, et du tourisme, office du tourisme, entreprises, services de la ville, pour les inciter à dialoguer et travailler ensemble sur certains projets. Au-delà du dialogue entre les acteurs, l'aménagement urbain est aussi un moyen de conjuguer tourisme et commerce, pour exploiter au maximum les atouts de chacun.
Une application mobile, accessible gratuitement par simple téléchargement sur smartphone, pour les clients et touristes de passage. Elle permet d'obtenir des renseignements pratiques sur les commerces du centre-ville, tout en étant informé des bons plans et actualités diverses. La recherche peut se faire par marque, enseigne et produit. Elle propose également un système de géolocalisation permettant aux clients de mieux préparer leur parcours et de repérer les places disponibles dans les parkings les plus proches. La diversification de l'offre en centre-ville est une véritable carte à jouer pour le commerce de centre-ville, qui rassemble à la fois des enseignes et des commerces indépendants et spécialisés. S'il paraît compliqué de décréter la réouverture systématique de commerces en pied d'immeuble, la mairie peut encourager des initiatives locales qui permettront de revitaliser des quartiers et d'attirer une clientèle potentielle, cafés littéraires ou associatifs, ateliers créatifs, épiceries, sandwicheries, bibliothèques pour résidents, espaces d'éco-working. Ces commerces et services de proximité doivent cependant être pensés et aménagés autour d'une logique d'attractivité. Pour cela, la présence d'une locomotive alimentaire, supérette ou autre, paraît souvent indispensable. La mairie peut par ailleurs encourager le rassemblement sous un même toit de plusieurs commerces, sous forme de marchés couverts abritant une diversité de commerces, commerces de bouche, boulangerie, épicerie, presse, poissonnerie. Enfin, la municipalité peut favoriser la polyactivité des commerces grâce à des points multiservices. Généralement implanté en zone rurale, le commerce multiservice propose, en plus de son activité principale, des services divers, journaux, poste, gaz, essence, livraison, points relais, dépannage, retrait d'espèces, pour préserver les services locaux de base et la vitalité d'une petite commune. La municipalité peut encourager ce type de commerce en louant des locaux à prix avantageux et en accordant des crédits pour le lancement de l'activité. Il existe par ailleurs de nombreux moyens de financement et d'accompagnement à travers les CCI, les réseaux de financements alternatifs ou encore l'association Notre Village, qui accompagne les commerçants dans leurs actions de revitalisation du monde rural. La loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises propose à son article 19 des contrats de revitalisation commerciale. Expérimentés sur 5 ans, ces contrats visent à favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités dans des périmètres caractérisés soit par une disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement de la mono-activité au détriment des commerces et des services de proximité, soit par une dégradation de l'offre commerciale, ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité. L'élaboration de ces contrats associe les chambres consulaires, CCI et CMA, dont le ressort correspond au périmètre géographique d'intervention envisagé pour l'opérateur, et au président de l'établissement public ou du syndicat mixte concerné. Les décrets d'application de ces contrats devraient être publiés fin 2014. Un rapport intermédiaire sera remis avant la fin de l'année 2017 et un rapport d'évaluation avant la fin de l'année 2019. L'attractivité du centre-ville est dynamisée par l'amélioration du cadre urbain, mais aussi par des commerces rénovés régulièrement et conformes aux normes en vigueur. Pour encourager cette dynamique, la mairie a un rôle d'informateur et d'accompagnateur des commerçants, notamment sur l'accessibilité et la sécurité des points de vente. En matière d'accessibilité, selon la loi du 11 février 2005, tous les commerces, quelle que soit leur taille, devront être accessibles aux personnes handicapées, tout handicap, d'ici le 1er janvier 2015. Les commerçants qui ne seront pas prêts auront jusqu'au 27 septembre 2015 pour déposer un agenda d'accessibilité programmé, ADAP. Ce dispositif leur permettra d'effectuer les travaux nécessaires d'accessibilité sur une période d'une durée maximale de 3 ans, prorogeable d'une ou 2 périodes de 3 ans maximum, soit un délai total de 9 ans, selon la complexité du patrimoine concerné. Pour aider les ERP dans la mise en place d'une signalétique adaptée, l'Association française de normalisation a publié le référentiel de bonnes pratiques, accessibilité aux personnes handicapées signalétique de repérage et d'orientation dans les établissements recevant du public. Par ailleurs, un travail de concertation pourrait utilement être conduit entre la municipalité et les commerces pour faciliter la mise en œuvre du principe d'accessibilité universelle, notamment pour faciliter l'accès aux points de vente, soit à l'occasion de travaux de voirie, soit en autorisant le commerçant à recourir à un système de rampe amovible.
En matière de sécurité, le ministère de l'Intérieur a mis à disposition des commerçants un site d'information qui délivre des conseils en matière de sécurisation du point de vente, moyens de protection, règles de sécurité, démarches diverses. Par ailleurs, la CCI Paris-Île-de-France a rédigé un rapport en 2013 intitulé « Commerçants et insécurité, comment faire face ?», qui formule plusieurs recommandations à destination des élus locaux pour améliorer la sécurité des commerces de centre-ville. Mettre en place des formations ou des actions de sensibilisation pour développer une meilleure culture de sécurité et de meilleurs réflexes chez les commerçants. Renforcer, améliorer l'éclairage extérieur des rues commerçantes. Simplifier l'autorisation d'installation de caméras de surveillance. Améliorer le rôle d'interface des CCI en matière de sécurité. Instaurer une main courante virtuelle, extranet, permettant aux commerçants de signaler, sans se déplacer, les faits et actes dont ils ont été victimes. Mettre en place des dispositifs d'alerte pour les commerces les plus vulnérables, alerte SMS, numéro unique d'appel. Informer les commerçants du rôle du référent, sécurité commerce, dans les commissariats. La loi du 18 juin 2013 dite « Loi Pinel », article 73, autorise les commerces sensibles à installer sur la voie publique des systèmes de vidéoprotection, aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. Le maire en sera informé. Le dispositif nécessitera l'autorisation des autorités publiques compétentes. Les conditions de mise en œuvre et le type de bâtiments et d'installations concernés doivent être définis par décret en Conseil d'État. Pour prévenir les risques de vol, agression ou vandalisme dans les commerces dans leur département, de nombreuses CCI ont mis en place ces dernières années le dispositif « Alerte Commerce » en partenariat avec la préfecture, la gendarmerie nationale et la police nationale. Se voulant un outil de prévention rapide pour rester vigilant et lutter collectivement contre la petite délinquance, son principe est simple, si un délit survient dans un commerce, un SMS est transmis à l'ensemble des adhérents du système dans le secteur, pour alerter rapidement les forces de l'ordre et les commerçants environnants. Les commerces adhérents au dispositif, inscription gratuite, bénéficient d'une signalétique spécifique pour rassurer le client, mais aussi dissuader le potentiel délinquant. La mise en valeur des commerces. L'esthétique visuelle des boutiques et de leur contexte urbain joue un rôle majeur dans l'attractivité du commerce de centre-ville, en participant à la production d'un environnement de consommation qualitatif. La mairie ou le conseil général peut à cet effet accompagner le commerçant dans l'aménagement intérieur des locaux et la rénovation des vitrines, devantures et façades. Les fonds peuvent notamment être mobilisés auprès du FISAC, Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, de l'ANRU, Agence nationale pour la rénovation urbaine, et de l'EPARC, Établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, ou à travers des dispositifs de crédit d'impôt. Dans le cadre plus spécifique du RNP, Règlement national de publicité, ou du RLP, Règlement local de publicité, la mairie peut, en plus de veiller à la conformité des enseignes et préenseignes à la réglementation en vigueur, promouvoir une harmonisation des enseignes des points de vente avec les façades pour garantir une signalétique commerciale de qualité. En ce sens, la mairie peut informer les commerçants au travers de guides ou de chartes de qualité sur les devantures commerciales, et les orienter vers des outils de financement pour l'aménagement ou la rénovation de leurs devantures commerciales, FISAC, Conseil général, Conseil régional. Le soutien du département à la rénovation des commerces. Une commune peut trouver le soutien du département pour l'accompagnement des commerçants dans la rénovation et l'embellissement de leurs points de vente. En effet, depuis 2003, le département propose, via le Fonds départemental de soutien à l'artisanat et au commerce, FIDARCO, de soutenir les commerçants dans leurs projets de rénovation et d'embellissement de leurs vitrines. Les commerces concernés doivent se situer dans des communes de moins de 2000 habitants, justifier d'une formation ou d'une antériorité dans la profession concernée et exploiter une surface de vente au plus égale à 1000 mm². Les dossiers sont montés par les conseillers de la CCI. Le taux de subvention accordé varie généralement de 5 à 15%.
Selon le nouveau Règlement national de la publicité, RNP, issu du décret du 30 janvier 2012, la surface cumulée des enseignes murales est limitée à 25% de la façade commerciale lorsque celle-ci est inférieure à 50 mètres carrés et à 15% au-delà de 50 mètres carrés. La surface cumulée des enseignes sur toiture d'un même établissement ne peut excéder 60 mètres carrés. Elles doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés. Les enseignes scellées au sol d'une superficie supérieure à 1 mètre carré sont limitées en nombre à une enseigne par voie d'accès à l'immeuble, dans lequel est exercée l'activité signalée. Leur superficie est limitée à 6 mètres carrés, à 12 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants, et leur hauteur maximale est de 8 mètres. Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1h et 6h du matin. Lorsque l'activité a cessé, les enseignes clignotantes sont interdites, sauf pour les pharmacies ou les services d'urgence. Dans le cadre d'un règlement local de publicité, l'article L581-18 du Code de l'environnement soumet à autorisation du maire l'installation des enseignes, cette autorisation nécessitant le cas échéant l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, ABF. Le design du commerce. Une ville a développé depuis quelques années une démarche de promotion et d'accompagnement des commerçants sur la thématique du design. Au-delà de la conception d'objets, le design est aussi présent dans l'urbanisme, l'architecture, les espaces de vie et le mobilier urbain. Membre du réseau des villes créatives design de l'UNESCO depuis 2010, la ville a ainsi lancé en 2003 le concours « Commerce Design » sur le modèle de Montréal. Destiné à récompenser les commerçants pour la qualité de l'aménagement intérieur et extérieur de leur établissement et à mettre en valeur le talent des professionnels du design, le concours permet aussi de rappeler l'importance du design dans l'attractivité d'un point de vente. Le concours a lieu tous les 2 ans et a déjà fait participer plus de 200 commerçants depuis sa première édition. De même, la CCI de cette ville a lancé il y a quelques années un programme, Boutique Design, pour permettre aux entreprises d'intégrer l'innovation et le design dans leurs pratiques et leur fonctionnement. Ce programme contient plusieurs points, le conseil, l'accompagnement, la formation, l'accès à des financements, les actions de communication et de valorisation dans le cadre du concours, Commerce Design. Enfin, le patrimoine peut parfois constituer une véritable ressource esthétique pour les commerçants, qu'il s'agisse d'utiliser les éléments du patrimoine en place pour valoriser l'intérieur ou l'aventure d'une boutique, ou d'accentuer les signes du patrimoine pour donner une valeur d'historicité voire de théâtralité à un point de vente. Les opportunités sont nombreuses pour favoriser l'attractivité du centre-ville et de ses commerces. La mairie peut ici jouer un rôle d'information et de contrôle d'application de la réglementation, notamment en matière d'éclairage des vitrines et enseignes, telles qu'elles ont été définies par l'arrêté du 25 janvier 2013, vitrines, et dans le décret d'application de la loi Grenelle 2 du 31 janvier 2012, publicité extérieure, enseignes et préenseignes. La qualité de l'environnement des magasins et la propreté des rues concourent à l'attrait des centres-villes et villages. Par la collecte et le tri, les professionnels participent à l'attractivité de leur commerce. Les collectivités ont le libre choix d'assurer elles-mêmes ou non la collecte et le transport des déchets non ménagers. Il appartient cependant à la mairie d'informer les commerçants de leurs obligations en matière de dépôt des déchets, articles R.632 et R.635-8 du Code pénal, des horaires et des conditions de collecte, limitation de volume, conditionnement, du financement éventuel, taxes d'enlèvement des ordures ménagères, redevances d'enlèvement des ordures ménagères, redevances spéciales, et des équipements disponibles en matière de collecte, déchetterie, centre-dépôt. La transition numérique est aujourd'hui un enjeu capital pour préserver l'attractivité des commerces, conserver leur clientèle et répondre aux attentes des consommateurs. À l'heure du multicanal, les commerçants doivent trouver un équilibre entre le dynamisme de leurs points de vente physiques et une présence active sur le web. Si la montée en puissance du e-commerce est indéniable, le commerce traditionnel peut pourtant tirer son épingle du jeu grâce à l'atout que constitue précisément le magasin. Les consommateurs souhaitent en effet disposer d'un univers commercial certes connecté et digitalisé, mais également bénéficier des atouts du commerce physique, proximité, lien social, conseils personnalisés, authenticité et transparence, traçabilité, possibilité de tester le produit, disponibilité immédiate. Il revient aux commerçants de mobiliser ses moyens et ses compétences pour répondre à cette double exigence.
La transition numérique est donc en marche, mais les élus locaux doivent poursuivre leur travail de sensibilisation auprès des commerçants de centre-ville pour qu'ils suivent le mouvement et saisissent véritablement les opportunités qui leur sont offertes. En ce sens, les équipes municipales peuvent cibler plusieurs objectifs. La transition numérique passe d'abord par un accès généralisé au très haut débit, véritable enjeu de compétitivité et d'attractivité des territoires. Le gouvernement a lancé le Plan France Très Haut Débit, France THD, pour accélérer le déploiement de la fibre optique et soutenir financièrement les collectivités territoriales. Il revient ainsi aux élus locaux de mobiliser les moyens, subventions auprès du Fonds national pour la société numérique, et les acteurs, communautés de communes, conseil général, opérateurs privés, ARCEP, pour mettre en place les infrastructures nécessaires sur leur territoire, fourreaux et chambres de tirage. Pour faire connaître l'offre commerciale de la ville et informer les habitants sur les différents produits et boutiques à proximité, les vitrines numériques sont un des outils les plus efficaces. Mis en place par la mairie et ou l'union commerciale, ces sites vitrines donnent une visibilité dynamique et utile aux commerçants qui n'ont pas le temps ni les moyens de créer leur propre site internet. Pour encourager les commerçants à développer l'éco-responsabilité et les guider dans leurs obligations en matière environnementale, le Conseil du commerce de France a publié en 2011 un guide du commerce éco-responsable. Il comprend 7 chapitres qui traitent l'ensemble des problématiques posées aux commerçants en matière d'éco-responsabilité, gestion des locaux, réduction des déchets, achats et produits, transport, communication, implication des salariés et aide pour financer les actions éco-responsables. Le guide donne des éclairages sur la réglementation en cours, propose des conseils et idées d'action, délivre des informations diverses et donne des exemples de bonnes pratiques. Le concept de « disponibilité immédiate » est un bon exemple de partenariat gagnant-gagnant entre le e-commerce et le commerce traditionnel de proximité. Le leader français du e-commerce a officialisé en septembre 2014 la création d'un service de retrait immédiat grâce à un nouveau réseau partenaire de commerçants locaux. Le principe est simple, lors d'un achat en ligne, le client est géolocalisé grâce à son adresse IP ou sa dernière adresse de livraison, et au moment de conclure la transaction, le site lui propose les offres à proximité. Dès que l'achat est effectué, un SMS est envoyé au commerçant afin qu'il confirme la disponibilité du produit et sa mise à disposition dans les 2 heures. Le commerçant crée du trafic dans son magasin et touche une nouvelle clientèle. Dans la même optique que les vitrines numériques, certaines entreprises et les CCI proposent aujourd'hui de véritables annuaires en ligne pour les commerçants, leur permettant de se faire connaître et d'avoir une surface d'expression sur le web, logos et photos, description de l'activité, coordonnées, horaires d'ouverture, événements et promotions au jour le jour. Si les commerçants prennent peu à peu conscience de l'enjeu du numérique, il manque souvent du temps, des ressources, mais aussi des compétences nécessaires au développement de leurs outils numériques. Pour former les commerçants à ces usages, un programme gouvernemental transition numérique a été mis en place pour renforcer l'accompagnement des TPE-PME, l'environnement numérique de formation. Ce programme est destiné dans un premier temps aux conseillers des CCI pour les aider dans la formation des commerçants de leurs départements respectifs. Pour sensibiliser et former les commerçants aux usages du numérique, le CEFAC et Intel ont mis en ligne l'environnement numérique de formation, destiné aux conseillers d'entreprise pour former les commerçants, artisans et PME de leur territoire. Cette plateforme contient les parcours pédagogiques et supports de formation à distance pour accompagner les entreprises dans leurs projets numériques. Les conseillers CCI peuvent ainsi y puiser des ressources à la fois théoriques et pratiques, qu'ils transmettront aux commerçants, gestion du fichier client, conception site web, promotion du point de vente, mais aussi management de centre-ville et développement économique local. Pour un commerçant, adhérer à une association lui permet de s'insérer dans une démarche collaborative pour exprimer ses besoins, mais aussi être en force de proposition auprès de la municipalité. Les associations de commerçants ou unions commerciales ont en effet plusieurs rôles, fédérer et représenter les commerçants autour d'objectifs communs pour parler d'une même voix et être entendus des pouvoirs locaux. Être une force d'action pour attirer et fidéliser les consommateurs, et développer l'activité commerciale, animation, carte de fidélité, chèque cadeau, guide des commerces, label, charte, horaire d'ouverture adapté et harmonisé. Être une force de proposition pour adapter les politiques urbaines au commerce de centre-ville, accessibilité, stationnement,
plan de circulation, voirie, aménagement urbain, sécurité. Un collectif de commerçants, représentant tous les commerçants, peut aussi bien assurer les mêmes objectifs, sans devoir assumer les contraintes d'organisation, de fonctionnement et de financement, d'une association. Cette solution est particulièrement attractive puisqu'elle ne fait appel à aucune subvention ni adhésion. Son autonomie est donc parfaite et totale pour toute éventualité de tractation. Il n'a pas non plus de rôle d'organisateur d'animation commerciale. Son avantage est d'être en partenariat avec la commune ou tout autre service officiel en charge du commerce de centre-ville. Sa neutralité en fait un acteur social privilégié auprès des services de l'information locale. Tous les commerçants peuvent se reconnaître en lui, puisqu'il n'y a pas d'appel à cotisation. Il suffit à chacun de savoir assumer ses propres responsabilités et ses propres actions pour un intérêt commun et collectif. À bon entendeur. Associer les acteurs de la ville et monter des partenariats autour de projets locaux, mairie, CCI, conseil général et régional, police, office du tourisme, banque, presse, entreprises, associations, syndicats d'initiative, concessionnaires marchés publics. En matière d'animation commerciale, les actions possibles à l'échelle de la commune sont multiples et peuvent impliquer une pluralité d'acteurs locaux, jeux concours pour les fêtes, Noël, fête des mères, Saint-Valentin. Événements spécifiques, fête des fleurs au printemps, fête de la gastronomie, semaine du goût. Braderie. Marché de Noël. Quinzaine commerciale. Ouverture nocturne. Concours de vitrine. Guide des commerces. Opération sacrée utilisable pour les clients. Pour intégrer les commerçants dans l'action municipale, la mairie peut mandater et former un chargé du commerce, qui aura principalement pour mission d'aller à la rencontre des commerçants et de développer des projets pour l'animation et le dynamisme du commerce de centre-ville. Nommé spécifiquement pour ce poste, il se verra attribuer une mission précise et un périmètre d'intervention, commerce, mais aussi habitat, urbanisme, tourisme, défini par l'équipe municipale. Ce chargé du commerce pourra ainsi jouer le rôle, plus connu, de manager de centre-ville. Importé de Grande-Bretagne, du Québec et de Belgique, le métier de manager de centre-ville se développe en effet progressivement en France dans les collectivités engagées dans un projet de redynamisation de leur centre-ville. Métier à la croisée des chemins, le manager de centre-ville a pour rôle de coordonner les efforts et les ressources des acteurs publics et privés pour promouvoir le commerce et l'artisanat, encourager sa diversité auprès des investisseurs et donner des raisons objectives aux usagers de réaliser leurs achats sur son territoire. L'objectif principal du manager est de développer l'attractivité commerciale du territoire en agissant directement sur l'organisation du commerce, encadrement des mutations commerciales, identification des locaux vacants et des commerces à céder, politique collective d'animation et de promotion, développement d'enseignes. Nommé et formé généralement par la mairie, ses missions sont très diverses. Coordonner l'action de tous, élus, commerçants, partenaires financiers, chambres consulaires, autour d'une stratégie commune partagée. Définir un plan d'action stratégique pour le développement du commerce, diagnostic, identification des espaces commerciaux, transmission des entreprises commerçantes, promotion et communication du centre-ville. Conseiller les acteurs économiques et institutionnels locaux et développer des partenariats financiers. Une formation spécifique est proposée par le CEFAC. Définition des missions du chargé du commerce. Rencontre avec un ensemble d'acteurs de la ville, commerçants, mais aussi chambres consulaires, office du tourisme, gestionnaires de parking, propriétaires fonciers et bailleurs, transports publics, urbanistes, sociétés immobilières, associations, police, chalands, résidents. Rédaction d'une feuille de route à destination du futur chargé du commerce après synthèse des attentes et définition des priorités d'action. Création de la structure d'accueil. Composition large, ville, CCI, CMA, association de commerçants, bailleurs. Rédaction des statuts. Organisation de l'Assemblée générale constituante. Formation sur 6 mois en moyenne. Suivi du travail du chargé du commerce, 6 mois. Rencontre trimestrielle. Soutien en continu. Aide à la rédaction du bilan annuel. Définition des objectifs à venir. Associer les commerçants aux manifestations de la mairie et aux grandes décisions.
Pour mener un travail efficace, il peut être utile d'associer les commerçants, représentés par les unions commerciales, à la définition et à la réflexion sur les projets municipaux qui les concernent, politique touristique, règlement local de publicité, accessibilité, documents d'urbanisme, plan de déplacements urbains, animation. Dans cette optique, certaines municipalités comme Bayonne, Nice ou le Puy-en-Velay ont mis en place des offices de commerce, qui rassemblent plusieurs acteurs autour d'objectifs communs, mairies, CCI, CMA, associations de commerçants et offices du tourisme. Ces structures jouent principalement un rôle d'animation et de management de centre-ville, mais constituent aussi et surtout une interface de dialogue entre les différents acteurs de la ville autour du commerce. Un comité consultatif des commerçants permettant de combler le vide créé par la disparition de la Fédération de commerçants à Troyes, la mairie a mis sur pied en 2012 un comité consultatif des commerçants. Composé d'une dizaine de commerçants, il travaille conjointement avec l'adjointe au maire chargé du commerce, le manager du commerce de Troyes et la CCI. De nombreuses actions ont ainsi été mises en place en matière d'animation commerciale, de stationnement et de signalétique. 2 heures de stationnement gratuit et sacs shopping réutilisables, stewards urbains, fête de la gastronomie, semaine du goût, fête des plantations en novembre, installation sonore sur le marché, exposition de tableaux devant les vitrines des commerces. Le comité consultatif a vocation à dynamiser le commerce du centre-ville, mais aussi à promouvoir un travail collectif de réflexion et d'action entre la mairie et ses commerçants. Les engagements de la mairie pour le commerce. La nouvelle équipe municipale d'Angers s'est lancée en mars 2014 dans un plan de redynamisation du commerce de centre-ville. Le maire est accompagné d'un adjoint du commerce et d'une chargée du centre-ville. Plusieurs actions sont envisagées. Renouer le dialogue entre la municipalité et les commerçants, affecter le produit de la taxe sur les enseignes à l'animation des commerces, mettre en place un service de livraison à domicile à destination des commerces de centre-ville en partenariat avec les chantiers d'insertion. Relancer l'attractivité commerciale du centre-ville, élargir le centre-ville, faciliter son accès avec première heure de parking gratuite, sanctuariser l'ouverture de dimanche avant Noël, organiser une politique de transport cohérente avec 2 lignes de tramway croisées. Soutenir les pôles commerciaux de quartier, mettre en œuvre un plan place, installer des distributeurs automatiques de billets, soutenir les marchés existants. Dynamiser l'offre commerciale, faire racheter par une SEM les commerces vacants, politique offensive de recherche et d'accueil d'enseignes nationales qui font défaut à la ville, politique de logement attractive, renforcement de l'offre culturelle, remise à plat de la politique de ramassage des déchets. La transmission des commerces est un enjeu essentiel de dynamisation du centre-ville. De nombreux locaux commerciaux sont aujourd'hui laissés en déshérence faute de repreneurs, par manque d'information, mais aussi de formation et d'accompagnement des commerçants à la cession et la reprise d'activité. La mairie peut remplir ce rôle en partenariat avec les agences immobilières et les porteurs de projets, et en lien avec les CCI, dont l'accompagnement des entreprises à la transmission est une des missions. Pour accompagner et former le commerçant à la transmission ou à la reprise de fonds de commerce, de nombreuses formations nationales sont proposées. L'AFPA, Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, propose une formation sur 2 jours pour les repreneurs d'entreprise, afin de les aider à rechercher un fonds de commerce à reprendre, à maîtriser les éléments constitutifs de son business plan, à auditer les points clés et à évaluer financièrement une entreprise à reprendre. Le CRA, Cédants et repreneurs d'affaires, propose une formation de 120 heures répartie sur 3 semaines, avec un contenu spécifique, recherche d'affaires, audit approfondi, montage juridique et financier, business plan, protocole d'intention et signature de l'accord, garanties indispensables à l'agenda de la première semaine de reprise. Les CCI de chaque territoire proposent une formation de 5 jours dans le cadre du programme « Entreprendre en France ». Destinée aux créateurs ou repreneurs d'entreprises, elle forme ces derniers à l'analyse financière, à l'élaboration du plan stratégique, au montage financier et aux aspects juridiques et fiscaux. L'école des managers de CCI France propose une formation plus complète de 55 jours répartis sur 12 mois. La formation comprend 3 modules, acquisition des fondamentaux, diagnostic de l'entreprise cible et conduite du projet de reprise.
Les BGE, boutiques de gestion, réseau national d'appui aux entrepreneurs, accompagnent les créateurs ou les repreneurs d'entreprises en les formant à l'étude de marché, la comptabilité, la gestion et la recherche de financement. Il existe par ailleurs des formations propres à chaque région. L'ensemble et le contenu de ces formations sont consultables sur le site de la PCE, Agence pour la création d'entreprises. La PCE propose par ailleurs un kit cédant repreneur, qui reprend les étapes du projet de chacune des parties, un guide, du cédant au repreneur, un parcours sans faute, un cahier technique, des exemples de réussite, une cartographie de la reprise-transmission ainsi que des outils et modes d'emploi. Le dynamisme commercial d'un territoire dépend aussi du travail commun entre communes limitrophes, par le biais de l'intercommunalité. En effet, la réalité du fonctionnement et de l'organisation des territoires rend l'échelle intercommunale pertinente pour coordonner les politiques d'urbanisme, d'habitat et de déplacement. Cela est notamment le cas en matière d'équipement commercial, sur la base d'un diagnostic partagé du tissu commercial d'une agglomération, les communes peuvent lier leurs compétences et leurs moyens sur l'équilibrage et la spécialisation de pôles commerciaux. Cette mutualisation de moyens doit être guidée par une volonté politique commune pour améliorer l'attractivité d'une agglomération, sans mettre en concurrence les communes concernées. Cela peut aussi s'inscrire dans la politique d'attractivité globale du territoire, culture, tourisme, gastronomie, spécialités locales. Acteurs et outils à mobiliser à l'échelle intercommunale, politique foncière notamment pour les permis de construire, cahier architectural et paysager pour les commerces de périphérie, délégation possible du droit de préemption commerciale à l'intercommunalité depuis la loi Commerce et Artisanat de juin 2014, l'extension du FISAC au niveau de l'agglomération, FISAC intercommunal, EPCI, établissement public de coopération intercommunale, et services techniques des communes, EPIC. Établissements publics industriels et commercial, sociétés foncières, grandes enseignes et promoteurs. Des communes limitrophes peuvent trouver un intérêt à mutualiser leurs actions en faveur du commerce de centre-ville. Ces actions peuvent se faire en concertation avec la communauté de communes, dans le cadre de sa compétence de développement économique, les mairies concernées, la CCI et les commerçants. Quelques actions peuvent être envisagées. Organiser des animations locales sur plusieurs communes. Mettre en place un système de carte de fidélité valable dans les commerces de plusieurs communes limitrophes. Répartition du financement et des recettes fiscales. Lier les actions de communication et de promotion du commerce de centre-ville. Créer un site web, blog, application de promotion de l'offre commerciale au niveau intercommunal. Le plan local d'urbanisme intercommunal est une disposition majeure de la loi ALUR. Celle-ci prévoit en effet que la compétence du PLU est transférée aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, dans un délai de 3 ans après la publication de ladite loi, c'est-à-dire le 27 mars 2017. Ce transfert est obligatoire sauf si au moins un quart des communes membres représentant au moins 20% de la population se prononce contre. Aujourd'hui, 250 communautés de communes disposent d'ores et déjà de cette compétence, ce qui représente plus de 3000 communes. Pour plus d'informations sur les modalités et les clauses de cette disposition, consultez la fiche intitulée « Le transfert de la compétence en matière de PLU, de documents d'urbanisme en tenant lieu, et de carte communale » sur le site du ministère du Logement et de l'Égalité des Territoires. Le métier de manager de centre-ville a aujourd'hui acquis une vraie légitimité, affirmée par le développement de cette fonction dans plusieurs villes françaises. Si le poste a d'abord été créé pour agir dans le cadre d'une seule commune, il n'est pas exclu que son périmètre d'action soit étendu à l'intercommunalité dans le cas de communes de petite taille. La mairie peut ainsi mettre en place une structure ou un référent dédié au commerce et à l'animation commerciale au niveau intercommunal. Cette structure pourrait aussi se voir confier des missions d'observation de l'activité commerciale intercommunale et d'accompagnement des élus locaux dans leur politique d'aménagement urbain et commercial. Cité Commerce, l'intercommunalité au service du commerce a mis en place plusieurs actions notables. Un système de chèques cadeaux valable dans les magasins partenaires des 3 villes. Un guide du shopping diffusé à 50 000 exemplaires sur les 3 villes et réédité en mai 2013. Des actions de communication diverses, lettres d'information et sites internet. Des animations diverses avec chèques cadeaux à gagner, grands jeux, fête des mères,
Quinzaine commerciale, les commerçants en fête, les 15 jours de folie. L'association ne réduit pas ses actions à l'animation et la communication autour du commerce. Elle remplit aussi des fonctions de manager de centre-ville, intercommunal, en travaillant avec les élus locaux sur le diagnostic économique et la politique d'urbanisme commercial dans les 3 communes partenaires. La structure a ainsi créé en 2012 un observatoire de la vacance commerciale pour favoriser la diffusion d'informations sur les locaux vacants, centraliser les offres et orienter plus facilement les porteurs de projets. Par ailleurs, elle accompagne les élus locaux sur plusieurs thématiques comme les plans locaux d'urbanisme, le droit de préemption et la préservation des linéaires commerciaux. Le financement de la structure est partagé entre des partenaires publics, mairies, chambres consulaires et unions commerciales, et des partenaires privés, banques et services. Elle compte 2 permanents et un comité de pilotage d'élus qui se réunit une fois par trimestre. De par sa réussite, Cité Commerce démontre les vertus de la complémentarité, au contraire d'une concurrence qui règne souvent entre communes. Inédite en France lors de sa création, la structure représente aujourd'hui plus de 500 commerces répartis dans les 3 communes, et semble déjà entraîner dans son sillage d'autres villes qui cherchent à reproduire le modèle sur leur territoire. Orienter les commerçants vers le partage de moyens. La mairie peut inciter les commerçants, dans le cadre de ses liens avec les unions commerciales, à mutualiser leurs moyens, pour permettre à ces derniers de rationaliser leur logistique et de partager ainsi certains coûts d'activité. Le stockage des produits est en effet un problème récurrent chez les commerçants, qui n'ont pas toujours les moyens de financer un local de taille suffisante compte tenu des prix prohibitifs des surfaces commerciales en centre-ville. Dans ce cadre, la mairie peut mettre à disposition des commerçants, à coût réduit, des entrepôts de stockage communs pour mutualiser les coûts logistiques et de location. Ces plateformes de stockage, situées en périphérie ou à l'entrée des villes, peuvent aussi permettre de mutualiser les coûts de gestion des déchets des magasins. Les véhicules de livraison rattachés à ces plateformes peuvent en effet prendre en charge le ramassage et le tri des déchets. Les sources et dispositifs de financement ci-dessous sont une sélection d'aides qui concernent, exclusivement ou non, le commerce. Pour disposer d'un panorama complet des aides proposées aux entreprises, on peut se référer au site Aide Entreprise qui répertorie les aides disponibles dans chaque ville de France, en fonction de son projet et de ses besoins: création reprise, emploi formation, gestion financière et exonération, développement, innovation, éco-développement, investissement matériel et immobilier, transmission de l'entreprise. ASISAC. Le FISAC, Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, est un dispositif gouvernemental de financement à destination des commerces et artisans de proximité, sous forme de subventions aux collectivités locales et aux entreprises. Il vise à soutenir les projets de développement commercial dans des zones rurales ou urbaines fragilisées par les évolutions économiques et sociales. Il finance notamment des actions de fonctionnement, animation, communication et promotion commerciale, recrutement de managers de centre-ville, études ou d'investissement, aménagement urbain, halles et marchés, centres commerciaux de proximité, signalétique commerciale, aide directe aux entreprises. Les demandes de subventions doivent être adressées à la Direction régionale des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi, DIRECTE, qui procède à une première instruction avant de les transmettre pour examen à la DGE, Direction générale des entreprises, qui soumet à la signature du ministre chargé du commerce les décisions d'attribution des subventions. Le FEDER, Fonds européen de développement régional, vise à renforcer la cohésion économique et sociale au sein de l'Union européenne en corrigeant les déséquilibres régionaux. Il peut ainsi financer 3 types d'investissements. Les investissements réalisés par les entreprises en matière d'emploi, en particulier les PME. Les infrastructures liées notamment à la recherche et l'innovation, aux télécommunications, à l'environnement, à l'énergie et au transport. Des instruments financiers, fonds de capital risque, fonds de développement local, afin de soutenir le développement régional et local et favoriser la coopération entre villes et régions. Le FEDER accorde par ailleurs une attention particulière aux spécificités territoriales pour pallier les problèmes économiques, environnementaux et sociaux dans les villes. Le fonds peut notamment financer des investissements en matière de signalétique du mobilier commercial et des parkings et en matière de sécurité et de rénovation. Un guide pratique de montage d'un dossier est disponible.
L'ANRU, Agence nationale de rénovation urbaine, est un établissement public industriel et commercial, EPIC, qui a pour mission de soutenir financièrement les acteurs qui engagent des projets de restructuration de quartiers en difficulté dans leur ville. Selon la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le PNRU, Programme national de rénovation urbaine, comprend des opérations d'aménagement urbain, la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la production de logements, la création, la réhabilitation et la démolition d'équipements publics et collectifs, la réorganisation d'espaces d'activité économique et commerciale, ou tout autre investissement concourant à la rénovation urbaine. Les projets de rénovation urbaine sont élaborés par les maires ou présidents d'EPCI, avec l'appui du délégué territorial, préfet de département, de l'ANRU. Un programme opérationnel et un calendrier de réalisation sur 5 ans sont arrêtés définissant les engagements financiers de tous les partenaires. Établissement public d'État, l'ANAH, Agence nationale de l'habitat, a pour mission de mettre en œuvre la politique nationale de développement et d'amélioration du parc de logements privés existants. Pour atteindre cet objectif, elle accorde notamment des subventions pour l'amélioration des résidences principales de propriétaires occupants modestes ou de logements locatifs de propriétaires bailleurs privés, en échange de contreparties sociales. L'ANAH est présente dans chaque département par le biais de sa délégation locale intégrée au sein de la Direction départementale des territoires, DDT, et multiplie les partenariats avec les collectivités territoriales. EPRK. Opérateur public créé en 1998, l'EPRK, Établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, accompagne les collectivités locales dans la reconquête de leurs zones commerciales et artisanales de proximité au sein des quartiers en difficulté. Il intervient, à la demande du maire ou du président de l'EPCI, sur l'ensemble des quartiers prioritaires de la politique de la ville, notamment ceux qui font l'objet de renouvellement urbain, en partenariat avec l'ANRU. L'EPRK vise prioritairement 3 objectifs. Maintenir un service de proximité pour les habitants des quartiers fragiles. Mener à bien le projet commercial, sa programmation, sa réalisation, son exploitation et garantir sa réussite dans la durée. Remettre les espaces commerciaux sur le marché de l'investissement. CCI. Les CCI, Chambres de commerce et d'industrie, sont un interlocuteur incontournable dans le financement des entreprises, mais aussi de tout projet de revitalisation commerciale dans une commune ou un territoire donné, sous forme de prêts ou de subventions. Elles apportent ainsi leur concours financier à la création d'entreprises et d'associations de commerçants. De manière plus générale, les CCI orientent les collectivités locales et les acteurs de la ville vers les sources de financement les plus appropriées pour leurs projets locaux, et les accompagnent dans le montage des dossiers de subvention. La BPI, Banque publique d'investissement, BPI France, est un organisme de financement et de développement des entreprises, qui regroupe OSEO, CDC Entreprises, le FSI, Fonds stratégique d'investissement, et FSI Région. Elle est en particulier chargée de soutenir les PME, les entreprises de taille intermédiaire, ETI, et les entreprises innovantes en appui des politiques publiques de l'État et des régions. Elle aide notamment les entreprises dans leurs projets de création, d'innovation, de reprise ou de transmission. Le Conseil général apporte son soutien au commerce de proximité et à l'artisanat pour faciliter la reprise, la création et le développement d'entreprises, et maintenir des services et des emplois dans les départements. Chaque conseil général met en place des programmes de soutien aux entreprises ou aux collectivités locales, notamment en matière d'aménagement urbain et de projets immobiliers, et les accompagne dans le montage des dossiers. Le conseil régional peut dans certains cas proposer des programmes d'aide et d'accompagnement des entreprises, notamment les commerces de proximité. Ces programmes visent à favoriser l'accès au financement bancaire pour les bénéficiaires, faciliter le financement de projets divers, reprise d'entreprises, investissements, opérations de crédit vendeur en cas de cession, et répondre aux problèmes de trésorerie. Les régions, dans le cadre de leurs compétences propres, participent également au financement de la formation des salariés. Microcrédit. Le microcrédit est une solution de financement pour les entreprises en difficulté d'accès au crédit bancaire classique.
Plusieurs associations, comme Initiative France ou l'ADE, Association pour le droit à l'initiative économique, proposent ainsi un appui financier, sous forme de prêts d'honneur, à la création et au renforcement des fonds propres d'entreprise. Le crowdfunding, financement participatif, est une solution innovante de financement pour les entreprises, les associations et les collectivités, qui permet de recueillir des fonds auprès des particuliers pour concevoir un projet déterminé, en contournant les modes de financement classiques. Le crowdfunding peut fonctionner sur le principe du don, de la récompense, don avec contrepartie, du prêt ou de l'investissement en capital. Certaines entreprises proposent des solutions de financement pour les projets de proximité, à l'image de Balbintown, qui recueille des fonds auprès d'internautes pour soutenir des projets locaux de création, d'innovation ou de diversification d'activités, commerce, cafés, restaurants, librairies. Belle théorie, en toute conscience, la pratique en serait différente. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 2. Chapitre 3. Les labyrinthes de la conscience. La conscience pourrait se définir par une capacité à pouvoir s'identifier et à savoir se percevoir. Elle pourrait aussi englober une capacité à penser et à savoir se comporter en fonction des circonstances. Ce serait un modèle de perception de tout ce qui nous entoure. Elle pourrait également englober les appréhensions des expériences du vécu et du supposé vécu. La formulation d'une autre définition pourrait englober des notions de subjectivité ou de manipulation. Le terme de conscience est la plupart du temps confus et indéfini. La science en établirait 3 éléments fondamentaux. Le premier en serait son mode de vigilance. Le second en serait un développement de l'attention et des ressources mentales qui l'accompagnent. Le troisième représenterait ses facultés cognitives dont les aptitudes apparaissent difficilement qualifiables et quantifiables. Pourtant, une seule partie de nos pensées entrerait dans le champ de la conscience. La vigilance et l'attention permettraient la réalisation d'une conscience à partir de nos sens. Cependant, une sélectivité semblerait devoir s'opérer au niveau des ressources particulièrement diverses et complexes des informations reçues. Un accès à la conscience serait distinguable de l'attention et de la vigilance. La neurophysiologie permettrait de pouvoir démontrer des différences au niveau des perceptions. Un accès à la conscience suppose des éléments plus complexes à partir des expériences subjectives. Il serait envisageable que la conscience soit aussi un formidable moyen d'observation et d'expérimentation. Une autre appréhension, plus philosophique, consisterait à considérer que la conscience reposerait surtout sur l'intuition. Elle serait la source de qualités subjectives. Toute tentative de description objective de la conscience serait ainsi vaine. Le regard objectif porté sur un quelconque objet et définissant son apparence ne serait qu'un leurre. Il a déjà pu être démontré que l'apparence, qui est notre vérité, ne correspondrait pas à sa réalité moléculaire et atomique. La perception de l'environnement résulterait d'une manipulation inconsciente. Les magiciens, mais pas seulement qu'eux, sont devenus des experts dans la manipulation des perceptions. Le libre arbitre resterait une énigme, la conscience de soi en serait une autre. Une divergence fondamentale s'opérerait entre le conscient et l'inconscient. Elle reposerait essentiellement sur la subjectivité intrinsèque de toute personne et de sa propre perception des événements. L'introspection en serait l'étude de chaque conscience. La prédiction et le contrôle du comportement pourraient compléter cette définition. Les états mentaux ne seraient cependant pas identifiables, ils correspondraient à chaque personnalité. La science de la conscience apparaît difficilement envisageable. La conscience pourrait être également envisagée par son implication avec l'espace cérébral. La conscience, au niveau cérébral, permettrait une sélection des pensées les plus pertinentes pour la réalisation du quotidien. Quels seraient les mécanismes objectifs de la conscience subjective? Et où serait la transition d'une activité cérébrale de non-conscience vers une conscience? La perception des pensées et des sentiments peut-elle suffire à définir la conscience ou seulement une de ses formes? L'amalgame de plusieurs sens accordés à la conscience est synonyme de confusion. Les innombrables simulations sensorielles permanentes saturent le cerveau. La conscience en ferait elle une sélection arbitraire. Le répertoire potentiel de la conscience pourrait simplement être exponentiel.
Quelle est la valeur de l'inconscience dans la disponibilité de la conscience? Les orientations de l'attention permettraient de sélectionner les accès à la conscience. La possibilité d'isolation d'un élément parmi tant d'autres serait une conséquence des processus d'attention. Les connaissances acquises seraient un réservoir de référence où la pertinence de la conscience irait puiser. Pourtant, les opérations de sélection attentionnelle pourraient se déterminer en dehors de la conscience. Où se situerait alors la place de la vigilance? Un état de veille, de vigilance ou d'attention ne serait que des conditions préalables d'accès à la conscience. La conscience pourrait n'être qu'un état subjectif ne pouvant se définir qu'à partir de sa perception. Il conviendrait alors de pouvoir déterminer ce qu'est la perception consciente d'une perception inconsciente. Une impérative nécessité d'acquisition de connaissances pourrait être à l'origine de la conscience et de son énigme. N'est-ce pas une énigme que la conscience d'être soi, une unité intangible parmi la multitude? La prise de conscience des particularités d'aspect de soi-même pourrait être une forme particulière d'accès à la conscience. Il est pourtant impossible de se déplacer tout en observant son déplacement. Observer et observateur étant identiques, l'observation ne peut pas se réaliser. Où se situerait alors la conscience dans ce concept de systèmes indéterminés? Cependant, la réflexion revêt toute sa pertinence puisqu'elle permet l'évaluation des informations et leur récupération inconsciente au sein d'un contenu situé dans la conscience. Les expériences fourniraient des contrastes quantifiables et sélectionnables par la conscience. Les automatismes participeraient de cette sélection des acquis de la conscience. La vision tridimensionnelle accessible à la majorité des humains, sauf déficience particulière, est le résultat d'un automatisme de correction de deux images. Il se trouve que la confrontation entre deux visions d'objets différents ne permet pas la sélection de l'une d'entre elles. Une telle confrontation apporte une vision alternative des objets. Il s'ensuit une rivalité binoculaire déterminant une manipulation de la conscience subjective. Des interprétations des entrées sensorielles seraient le résultat d'une concurrence entre les entrées possibles et leur rivalité. Cette rivalité résulterait d'une métaphore agissant par comparaisons et permettant l'accès à la conscience. La conscience imposerait un chemin d'accès résultant d'une compétition dans l'insertion des informations. Il est possible de vérifier que l'accès à l'information est particulièrement sélectif. Il n'est, par exemple, pas possible d'écouter et de lire en même temps. Une sélection se fait immédiatement au détriment de l'un des deux accès à l'information. Des effets de cécité attentionnelle provoqueraient donc la disparition d'éléments de la conscience. L'inattention induirait-elle une invisibilité de l'état de conscience? Serait-il possible que le conscient enregistre des messages à l'insu de l'attention? Une meilleure compréhension de l'inconscient permettrait de mieux comprendre le fonctionnement de la conscience. Tout ne serait pas sous le contrôle de la conscience. Une division des événements s'effectuerait entre le conscient et l'inconscient. D'autre part, une amplification de perception peut se réaliser dans l'inconscient sans qu'elle soit accessible par la conscience. Des intentions conscientes pourraient même affecter l'orientation des attentions inconscientes. Le cerveau abriterait des dispositifs inconscients d'évaluation sur les valeurs des entrées sensorielles. Un dispositif inconscient de filtrage évaluerait la pertinence des informations accessibles pour la conscience par des systèmes de valeurs. De nombreux processus mentaux pourraient s'exercer sans le recours à la conscience. La conscience transformerait les informations en symboles afin de mieux pouvoir les restituer. Le langage serait une diffusion décryptée des informations détenues par la conscience. La conscience serait indispensable aux besoins fonctionnels de tout organisme. Elle serait le schéma directeur de toute implication dans la sélection des prises de décision ainsi que dans le choix des interprétations. La conscience se comporterait comme un instrument de mesure sélectionnant l'élément essentiel parmi une multitude offerte par l'inconscient. Les processus inconscients développeraient une multitude de possibilités pendant que la conscience traiterait de ce qui lui paraît important. La conscience aurait pour premier rôle de déterminer ce qui correspond le mieux à l'efficacité par rapport à l'exponentielle. La conscience veillerait à la pertinence d'une transmission par une simplification dans la réception des données. La connaissance de plusieurs langues permet, par exemple, de mieux comprendre la détermination de la conscience dans le choix préférentiel de l'interprétation. La conscience serait un trait d'union entre le passé et l'avenir.
Le temps et l'espace n'y auraient aucune implication. Le rôle essentiel de la conscience serait d'abord d'organiser des modèles de pensée persistantes. La réflexion sur une information permet, après réflexion, d'intégrer cette information à un nouveau plan d'action. Les événements sont ainsi reliés entre eux, puis évalués pour un nouveau comportement. Par comparaison avec les modèles qui régissent l'inconscience, dont la structure serait exponentiellement décroissante, la conscience créerait des modèles de pensée durables et en permanente croissance. La conscience organiserait des réseaux de communications intergénérationnelles, en plus de ceux de la communication directe. La formulation d'une pensée à partir d'un vocabulaire en serait un des critères essentiels. La primauté de pouvoir transmettre des informations, ayant une valeur intrinsèque dans le temps, procéderait à partir des modèles de synthèse de la conscience. Elle aurait également une fonction de condensation de la connaissance acquise et qui serait ensuite perçue sous la forme de résumés. La conscience servirait aussi de stimulateur des réalités virtuelles par des représentations mentales des unes par rapport aux autres. La conscience serait-elle un sanctuaire impénétrable à toute forme d'investigation d'autrui? Cela n'est pas certain. Il est déjà possible de détecter les activités neuronales pouvant démontrer des fonctions de recherche dans le conscient. Il aurait été démontré que des événements étudiés étaient en relation directe avec des modalités du fonctionnement de la conscience. La perception du fonctionnement de la conscience serait comparable à la propagation d'une onde dont le déclenchement, lui, serait identifiable. Le comportement collectif de grands ensembles neuronaux pourrait en donner une explication par la mise en place d'activités globales dans un embrasement généralisé. La conscience ressemblerait à une transition de phase à l'intérieur d'une dynamique des réseaux cérébraux. Des changements brutaux dans l'activité cérébrale traduiraient des accès d'information vers la conscience. Des marqueurs physiologiques permettraient d'identifier l'activité de la conscience. L'activité de la conscience devrait pouvoir être vérifiable en dehors de tout stimuli physique. Le fonctionnement de la conscience pourrait être comparé à un programme informatique appelé programme d'exploitation, servant à organiser le fonctionnement d'un ordinateur, en fonction des nécessités propres à chaque personne, par l'interférence des applications utiles et appropriées. Elle utilise aussi un système de stockage des informations qui reste disponible à tout instant. Elle met, bien évidemment, en œuvre des facultés de classement et de recherche. Certaines maladies altèrent les circuits neuronaux. Certains accidents annulent les relations du cerveau avec les fonctions corporelles. Il semblerait pourtant que la conscience, même si elle ne peut plus se révéler, puisse continuer à fonctionner. La suppression totale des connexions du corps avec le cerveau n'empêcherait pas la synthèse fonctionnelle de la conscience. Chaque atome, chaque molécule, chaque cellule a ses fonctions qui correspondent à l'organisation du physique. La conscience procède de la pensée et de l'esprit. Son rôle est celui de la coordination du physique. L'un peut-il se passer de l'autre? La conscience serait-elle totalement autonome? L'immatérialité de la conscience pourrait peut-être s'expliquer par la mécanique quantique qui modifierait la probabilité des événements. Seule la cohérence quantique pourrait-elle permettre d'expliciter le libre arbitre dont la conscience, à partir de ses facultés de traitement des hypothèses, apparaît pourvue. Une science de la conscience permettra peut-être de répondre à cette question. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 2. Les livres brochés de cette collection Alerte sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. Alerte, le triptyque humaniste existentiel, ses romans. Le fascicule de présentation. Le livre 1, le dernier regard en 2 tomes. Le livre 2, les fictions de la science en 2 tomes. Le livre 3, l'insouciance de la conscience en 2 tomes. Le fascicule d'expertise. Alerte, le